Bonjour, dans le cadre des témoignages du port de la Lune, organisés par le collectif Bordeaux Marinopole et à l'attention du Musée de l'Histoire Maritime de Bordeaux, nous rencontrons aujourd'hui François de la Giraudet. Alors, François de la Giraudet, je ne le présente pas, il se présentera lui-même, et la seule chose que je puisse dire, c'est que si nous le rencontrons aujourd'hui, c'est parce que c'est l'ultime courtier maritime de Bordeaux. François, merci de nous accueillir, et je te passe la parole pour que tu nous retraces en quelques mots, bien sûr, l'histoire des courtiers maritimes, en sens large, et bordelais de surcroît, et puis bien sûr toute ta vie professionnelle que tu vas pouvoir nous retracer en quelques mots. Merci Stéphane de m'avoir sollicité pour cet entretien qui me passionne, parce que être le dernier courtier maritime à Bordeaux, c'est une joie, mais une responsabilité aussi, parce que tout ce que je vais dire sera retenu contre moi, bien évidemment, mais comme personne ne sera là pour me contredire, je vais quand même essayer d'être le plus exact possible dans les éléments que je vais communiquer. Donc, je suis né courtier maritime, parce que mon père l'était avant moi et bien d'autres avant. Tout petit, j'ai été subjugué par des détails qui n'ont pas une grande importance pour tout le monde, mais pour moi, c'est d'être réveillé la nuit, à n'importe quelle heure de la nuit, quand mon père partait, courtier maritime lui aussi, à bord d'un bateau qui venait d'arriver dans le port. Et je me disais, qu'est-ce qu'il peut faire la nuit à bord d'un bateau? Je ne m'imaginais pas que la vie à bord d'un bateau qui arrive dans le port est quelque chose qui vous amène dans une structure, dans une ville dans laquelle tout le monde est debout, tout le monde est au travail, il est 3 heures du matin, personne n'est couché, parce qu'il faut accoster le bateau, parce que le commandant va préparer les documents pour son déchargement, parce que ceci, parce que cela. Donc j'ai découvert ça après avec mon père, quand il m'a amené à bord des bateaux quand j'étais un peu plus grand, et pour moi c'était une récompense de me faire réveiller par mon père à 4 heures du matin. Aujourd'hui ce serait plutôt une corvée, mais à 4 heures du matin pour prendre la voiture, aller à bord du bateau, arriver à bord de ces bateaux où tout le monde était en activité, une passion. Donc je suis né là-dedans. J'aurais pu être médecin, j'aurais pu être avocat, j'aurais pu être notaire, j'aurais pu être entrepreneur, et je me suis tout de suite dirigé vers cette passion. Alors j'ai voulu faire des études pour pouvoir me former. Je suis allé à l'école de commerce de Bordeaux, et au bout de 2 ans, je me suis aperçu qu'il n'y avait aucun domaine qui m'amenait véritablement sur ce que je voulais faire. Mon père m'a envoyé donc à Londres, où déjà le droit en maritime est beaucoup plus développé qu'en France. Et là, j'ai travaillé à Londres peu en études et beaucoup en pratique, chez des armateurs grecs, j'ai travaillé chez Niarchos, le célèbre armateur avec lequel je m'étais lié d'amitié, chez d'autres opérateurs et des courtiers. Il existait des courtiers maritimes anglais qui n'avaient rien à voir avec nous, mais ils existaient. Donc on va probablement s'intéresser maintenant à la fonction de courtier maritime. Oui. C'est ça que... un petit peu l'histoire, c'est né comment les courtiers maritimes? Alors les courtiers maritimes, à ma connaissance, et je crois que je suis à peu près exact, c'est sous Colbert. C'est Colbert qui a créé la fonction de courtier maritime, et d'ailleurs des photos que tu pourras montrer amènent à voir des courtiers maritimes qui sont drôlement habillés, parce qu'à l'époque on se déplaçait avec des tenues très particulières, qui remontent à l'époque de Colbert. Donc Colbert, qui était un maritimiste très convaincu, avec toute son histoire, a créé cette fonction. Pourquoi l'a-t-il créée? Il l'a créée tout simplement parce que la France avait d'abord un pouvoir maritime dans le monde, avec les Anglais qui étaient une superpuissance. Les voyages des bateaux aux États-Unis amenaient tous ces gens-là à se déplacer. Ils ne parlaient pas la langue, les marins, les commandants ne parlaient pas du tout la langue, mais ils avaient des papiers qui justifiaient les marchandises qu'il y avait à bord, leur chargement. Et donc ces papiers, il fallait les traduire. Il fallait les traduire dans une langue qui était
aux États-Unis qui n'était pas l'anglais d'ailleurs, qui était une langue locale, mais en Europe, il y avait toutes les langues fonctionnaient, l'anglais, le hollandais, le danois, le norvégien, le suédois, etc. Donc Colbert a créé cette fonction de courtier maritime pour être, le courtier maritime était, moi je qualifie ça comme notaire de la mer. C'est-à-dire qu'il était l'intermédiaire entre le commandant, son armateur, bien évidemment, et le destinataire, c'est-à-dire celui qui réceptionnait la marchandise, qui soit transitaire, qui soit importateur ou exportateur. Donc il fallait quelqu'un qui soit de compétence, de préférence, qui soit une personne connue quand même, reconnue, parce qu'il s'agissait de transactions comme un notaire. Vous n'imaginerez pas aujourd'hui qu'un notaire ne soit pas un personnage comme ceux que l'on a et qui ont encore beaucoup de valeur. Et donc, on était devenus des notables des ports. On ne trouvait des courtiers maritimes que dans les ports, on ne trouvait pas ailleurs. Donc, le courtier maritime allait donc à bord du bateau. Enfin, c'est pas lui qui y allait, c'est ce qu'on appelait à l'époque son fondé de pouvoir. Courtier maritime notable, siégeait dans des bureaux extrêmement, comme les notaires de l'époque d'ailleurs. Le notaire de l'époque, c'est pas beaucoup lui qui s'occupait du fond des documents. Donc, on avait à traduire les documents qu'il fallait présenter à des organismes officiels. La Chambre de commerce, qui était un organisme dans lequel passaient des truchements d'affaires, mais aussi la douane. La douane qui venait, à laquelle on présentait ces documents-là pour les certifier conformes. C'est pour ça qu'on parle de notaire que je parle de notaire de la mer, certifié conforme. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, nous sommes les seuls, enfin je suis le seul, puisqu'il n'y en a plus d'autres, qui est un tampon, le tampon officiel des courtiers maritimes, qui est la Marianne. La Marianne du notaire et la Marianne du courtier maritime est exactement la même. D'accord. Nous avons la même enseigne. Et d'ailleurs, à l'époque, nous avions la même enseigne publique que celle que l'on voit encore chez les notaires, en dehors de leur office, souvent sur un immeuble, on voit cette Marianne avec la fonction qu'ils occupent. Eh bien, nous avons encore ce privilège. Petit à petit, la fonction s'est diluée parce que nous étions nommés pour un secteur géographique précis. Et puis, les mouvements portuaires ont amené les ports d'estuaires, comme Bordeaux, comme Rouen, à ne plus avoir de fonction géographique dans un domaine dans lequel on était désigné. Et il n'était pas possible, malheureusement, parce que nous n'étions pas assez nombreux, on était une centaine en France, pour pousser les législateurs à étendre notre privilège, et ça a signé petit à petit notre mort. Moi, j'avais prévu ça depuis longtemps, et je m'étais organisé pour continuer une activité maritime qui était un peu une déviation du métier de courtier, c'est-à-dire que je suis devenu petit à petit agent maritime. Et finalement, j'ai fini, je termine ma vie professionnelle en étant devenu plus agent maritime que courtier maritime et en ayant à peu près les mêmes activités, sauf que quand je mets mon tampon de courtier maritime, je ne le fais que dans les domaines pour lesquels j'ai été nommé. D'accord. Je ne veux pas mélanger tout ce qui est... parce qu'après on pourrait m'accuser etc. Je voulais te poser une question, excuse-moi de t'interrompre, sur le fait que j'ai su que c'était une charge qui pouvait être transmise de père à fils ou d'oncle à neveu, ce qui a été le cas dans ma famille du reste. Et donc, quels étaient les éléments qui permettaient de valider finalement les compétences Je répondrai comme les notaires. Comme les notaires, d'accord. Ah bon. Il fallait passer des examens quand même. Oui, parce que moi j'ai les livres de passation, enfin qui sont je crois il y avait quatre notables de la ville qui devaient effectivement prendre position. Voilà. Dans les courtiers non maritimes, on était associé au courtier juré d'assurance maritime. D'accord. Assurance maritime. Donc il y avait quelqu'un qui n'était pas du tout dans la fonction, mais qui était quand même quelqu'un du maritime, qui devait
nous apporter son témoignage et son soutien pour l'examen que nous passions. Enfin, il participait à l'examen. Donc on passait un examen qui était délibéral par rapport aux documents aussi qu'on présentait. Quand on avait fait des études aussi malgré tout de droit maritime quand c'était à l'étranger, on avait... mais la pratique comptait beaucoup. Il fallait avoir pratiqué pendant au moins 3 ou 4 ans avant pour pouvoir se présenter. Donc voilà pour ce qui est du lien que l'on peut faire entre le maritime et le notaire. Et il faut savoir que nous avons été supprimés quand même, malgré tout, parce que moi je continue à faire mon activité maritime, je continue à tamponner des documents, mais l'activité de courtier maritime a disparu au moment de celle des avoués. Exactement. Ah, c'est une décision européenne ou oui, c'est une décision française, non française. Les avoués, c'était français. D'accord, mais ce n'était pas avec une pression de l'Europe? Non, on a fait partie de la même charrette que les avoués et on a été dédommagés bien piètrement, beaucoup moins bien que les avoués, de notre charge parce que, tout simplement, tous ceux qui étaient dédommagés, ou la plupart d'entre eux, faisaient d'autres activités, comme celle d'agent maritime dans d'autres ports, au Havre, à Dunkerque, Marseille et ailleurs. Eh bien, écoute, en tout cas, François, merci de nous avoir consacré ce temps, de nous avoir parlé de ce passé de courtier maritime. Tu sais que j'y suis aussi très sensible, puisque, pour ne rien te cacher à nos spectateurs, si je puis dire, je sais que la charge de mon père, c'est toi qui l'as rachetée. Alors, j'osais pas l'aborder, mais maintenant que tu me le dis, oui, j'ai racheté, j'ai eu la chance, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de charges chez le courtier maritime qui se vendait, puisqu'on vendait sa charge. Mon père était encore en activité. Oui, je me souviens, oui, absolument. Et ton père, à ce moment-là, on travaillait dans le même bureau, il m'avait beaucoup apprécié. Ton père et ta maman, puisque ta maman travaillait aussi dans le bureau. Il m'avait beaucoup apprécié, on a beaucoup échangé ensemble, on avait des vues assez proches de ce que nous étions, plus que mon père. Mon père était un peu plus passéiste, Daniel Binot était plus dans l'avenir. D'ailleurs, les occupations qu'il a eues par la suite l'ont montré très largement. Donc on s'est tout de suite entendu sur la vente de sa charge. Et ensuite, il m'est arrivé quelque chose d'assez particulier, c'est que, après avoir travaillé quelques mois avec mon père, après avoir racheté la charge de ton père, je me suis aperçu que je ne pouvais pas travailler avec mon père, ce n'était pas possible, parce qu'on était en conflit permanent. Conflit générationnel. De génération, oui, bien sûr. Moi, je voulais aller jouer au tennis entre midi et 2 heures. Lui, il ne comprenait pas qu'on puisse aller jouer au tennis entre midi et 2 heures. Je voulais prendre quelques semaines de vacances l'été avec mon épouse et mes enfants. Lui, à son époque, c'était des choses qui se faisaient différemment. On ne prenait pas de vacances, on prenait des week-ends. Ensuite, sur la façon de concevoir ma nouvelle vie professionnelle et lui dans son ancienne vie professionnelle, moi j'ai voulu éviter qu'on se fâche. Ouais, je comprends parce bien, que mon père avait une très belle activité, professionnellement parlant, il était d'une grande compétence, et donc j'ai décidé de lui imposer de s'associer à moi. D'accord. Donc on a associé, et ton père m'avait aidé en cela, en m'aidant, en me disant « François, il faut que tu crées une société de moyens avec ton père ». Je sais parce que c'était qu'une société de moyens. Moi, je croyais qu'il fallait passer devant des notaires. Et, pas du tout. Il m'avait expliqué comment on crée une société de moyens et qui m'avait mis à l'abri de toute dispute que je pouvais avoir avec mon père. On partageait les frais généraux, on partageait le loyer du bureau, on partageait notre secrétaire, on partageait la comptabilité, on partageait tout. Mais chacun avait ça. Mais chacun était chez lui. Et ça, c'est grâce à ton père, parce que moi, peut-être que si je ne l'avais pas eu à côté de moi à ce moment-là, j'aurais peut-être pas osé. Alors que quand on a quelqu'un d'extérieur qui vous pousse un peu aux fesses, ça aide. Ok. Très bien, bah écoute, merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'avoir eu cet échange avec toi et puis de rappeler ces souvenirs quand même, parce que moi aussi,
fait partie Ça s'oublie pas, hein. des souvenirs C'est comme ça. familiaux, puisque nous, c'est fait pareil comme toi, c'était 7e génération de courtiers maritimes dans la famille. Alors moi, j'ai pas fait comme toi, j'ai pas pris la suite. C'est moi qui ai fait la première rupture, mais je crois que papa n'y tenait pas trop non plus. Il Non. m'avait dit, tu fais ce que tu veux et t'occupe pas Il de avait savoir. une vision très juste de Ouais. l'avenir du courtier maritime. Oui, je Son père, pense, il oui. avait déjà Donc il pigé m'a que- dit, et mon ouais. frère aussi nous a dit, faites ce que Ouais. vous avez à faire Ouais, et ouais, vous occupez ouais. pas de ça. Bien, écoute, merci encore et Avec plaisir. j'espère à très bientôt en tout cas. Tout à Merci. fait.